Je suis photographe freelance, pas une grande star. Mon nom n'est pas connu, mais j'aime vraiment mon travail. Je travaille généralement en extérieur, prenant des photos de lieux spécifiques ou de régions, et cela s'est passé lors d'une mission à Bristol. Si cela a de l'importance, je suis un homme. Mon bureau est situé dans le centre de Londres, et ce devait être une excursion rapide à Bristol et retour. Je suis allé à la gare de Paddington comme d'habitude, et j'ai pris le train. Il faut presque 2 heures pour aller à Bristol, ce qui est parfait pour une petite sieste, à moins que l'on préfère admirer les paysages. Ce jour-là, je n'en avais pas envie. Je suis arrivé à la gare de Bristol Temple Meads et j'ai commencé à travailler. Je dois admettre que cette mission aurait dû éveiller mes soupçons dès le début. Je devais simplement prendre le plus de photos possible de lieux historiques de la ville. D'habitude, je reçois des instructions plus détaillées, mais lorsque j'ai essayé d'en savoir plus, le client m'a dit que je pouvais décider moi-même quelles photos seraient les meilleures. J'ai proposé mes différents forfaits, et ils ont choisi l'un des plus chers. J'ai donc quitté Temple Meads pour explorer les rues de la ville. Honnêtement, c'était l'une des meilleures missions que j'ai jamais eues, et j'ai adoré chaque instant, même en prenant une photo d'une œuvre brutaliste dans les environs de Bristol. C'était un vrai plaisir. Je me promenais, me demandant si je devais aller dans des endroits populaires pour photographier, mais tout client pourrait acheter ses photos dans des banques d'images, alors je me suis aventuré plus loin dans les recoins et les ruelles, sans m'inquiéter de me perdre. J'ai remarqué des éléments anciens, nouveaux et négligés que la ville avait à offrir. Après quelques heures, je suis retourné à la gare pour prendre le train de retour à la maison, impatient de commencer tout le processus d'édition des photos. Mais il y a eu un problème. Un type que j'avais remarqué dans la journée à Bristol est apparu par hasard sur certaines de mes prises. À première vue, ce n'était pas très flagrant, mais j'avais été dans de nombreux endroits différents, j'avais marché pendant des heures, et j'avais même pris un taxi jusqu'au point le plus éloigné. Qui que ce soit, il semblait me suivre. C'était ennuyeux, car ces photos étaient vraiment parmi les meilleures. Évidemment, d'autres personnes apparaissaient sur mes photos. Je les avais prises un jour ordinaire, mais cet homme regardait directement dans l'objectif. Pour une raison inconnue, je ne pouvais pas me souvenir de lui, comme s'il n'apparaissait que grâce à mon appareil. C'était insensé. Finalement, j'ai mis ces photos de côté et j'ai choisi celles où les passants se contentaient de vaquer à leurs occupations. Je les ai éditées et envoyées aux clients. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien entendu de la part du client, alors je me suis occupé d'autres missions, principalement à Londres. Je me déplaçais en métro ou parfois en taxi noir selon le jour. Environ 1 semaine après avoir livré les photos de Bristol, le client m'a recontacté, mais sa demande était très étrange. Il voulait savoir si c'était bien toutes les photos que j'avais prises. J'étais confus car j'avais livré le forfait pour lequel ils avaient payé, avec le nombre exact de photos convenues. Malgré tout, j'ai répondu en demandant s'il y avait eu une erreur. La réponse fut non. Il voulait simplement savoir s'il pouvait obtenir les photos que j'avais rejetées. En général, je ne fais jamais ça. Mon nom est lié à ces photos, et aucun photographe ne veut qu'une photo techniquement ratée circule sur Internet, que ce soit dans une publication ou sur les réseaux sociaux de quelqu'un. De nombreux photographes ne montrent jamais à leurs clients les photos non éditées. D'habitude, je supprime celles que je considère comme insuffisamment bonnes pour être éditées, mais cette fois-ci, j'en avais gardé quelques-unes, à cause de ce type étrange. J'ai expliqué tout cela aux clients, mais ils ont insisté. Je leur ai dit que je devrais facturer un supplément pour ces photos car elles ne faisaient pas partie du forfait convenu et que je devrais encore les éditer. Ils ont immédiatement accepté et ont payé presque aussitôt après l'envoi de la facture. Je me suis mis au travail et ai livré les photos. Je me sentais bizarre à ce sujet. Je me suis dit que ce serait la dernière fois que je faisais quelque chose comme ça. L'argent était bon, mais en tant que professionnel, vous devez avoir des limites et des principes. Une autre semaine s'écoula et je travaillais à un mariage. Je n'aime pas vraiment ce genre de mission, mais c'était un service pour un ami. En éditant les photos, comme vous pouvez l'imaginer, cet inconnu est apparu sur plusieurs d'entre elles. Et quoi que je fasse, je ne pouvais pas me rappeler son visage lors de cet événement. Et ce n'était pas Bristol. Il avait le même regard, fixant directement l'objectif, comme s'il voulait percer mon âme. C'était terrifiant. J'ai immédiatement jeté ces photos à la corbeille. Je n'allais pas envoyer ces clichés à mon ami.
J'avais fini d'éditer le lot de mariage quand j'ai reçu un email du client de Bristol. Il voulait plus de photos, prises sous d'autres angles et à des endroits spécifiques de la ville. J'ai préparé les détails de la mission et cette fois-ci, j'ai augmenté le prix car je devais prendre des taxis pour me rendre à certains endroits. Le paiement est arrivé rapidement, alors je suis parti, de Paddington à Temple Meads, puis à travers les différents lieux de Bristol. Après quelques heures, il est devenu évident qu'il serait préférable de rester une nuit dans une auberge de jeunesse voisine, plutôt que de retourner à Londres et de revenir le lendemain. J'avais inclus cela dans le devis, alors j'ai commencé à chercher un endroit où passer la nuit. Il y avait un pub non loin, ce qui était parfait. J'y ai bu quelques bières, discuté avec le barman de lieux méconnus qui pourraient être intéressants à photographier, puis je suis allé à l'auberge. Il n'était pas tard, les gens se promenaient encore, mais j'ai eu l'impression d'être suivi. Jamais auparavant je n'avais ressenti une telle chose en toutes mes années de travail. Je me suis retourné, mais personne en particulier ne semblait prêter attention à moi. J'ai accéléré le pas. Je jure que c'était comme si quelqu'un me visait avec un laser. Je pouvais presque sentir la chaleur sur mon épaule gauche. C'était étrange. Je suis arrivé à l'auberge, me suis retourné une fois de plus à la porte, mais toujours rien. Cependant, une fois à l'intérieur, j'ai de nouveau ressenti la même chose. Je ne peux pas l'expliquer plus clairement, mais cette nuit-là, allongé dans un lit pas très confortable, j'ai commencé à réfléchir au sort des femmes. La plupart de mes amis avaient vécu des expériences similaires et m'en avaient parlé, mais je ne pouvais jusque-là que compatir, sans vraiment comprendre, car je n'avais jamais ressenti cette étrange angoisse auparavant. Le lendemain, j'étais déterminé à tout finir rapidement et à rentrer chez moi. Je me souviens avoir laissé mon sac sur un banc pendant que je photographiais les quais de Bristol. C'était ma dernière photo planifiée avant de retourner à la gare. Ce fut le seul moment où j'ai laissé mon sac sans surveillance, donc l'enveloppe que j'ai trouvée lors de mon voyage de retour à Londres avait dû y être glissée à ce moment-là. À l'intérieur, il y avait des photos Polaroid. C'étaient des photos de moi, pas seulement à Bristol mais aussi lors d'autres missions. Au mariage, au Parc Saint. James, dans le métro et entrant dans mon immeuble. J'étais terrifié. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais un harceleur, et je ne savais pas à quel point la situation allait empirer. J'ai fermé les yeux dans le train et essayé de calmer ma panique pendant un moment. Je suis presque rentré chez moi en courant. Je suis entré et me suis effondré sur le lit, en sueur et terrifié, incapable de comprendre ce que cet homme voulait. Que cherchait-il ? J'ai sorti les photos du sac et les ai rapidement parcourues, réalisant que les premières datèrent de mon premier voyage à Bristol. C'est à ce moment-là que tout avait commencé. J'ai immédiatement blâmé le client. J'avais déjà été agacé par sa demande de photos supplémentaires et par la facilité avec laquelle il payait. En réalité, la plupart des gens négocient. J'ai ouvert l'application de messagerie sur mon téléphone et j'ai rapidement écrit « Que veux-tu » Si le client était confus, je pourrais simplement dire « Oups, pas pour toi ». Mais j'avais l'intuition que c'était exactement ce qu'il voulait. Presque immédiatement, j'ai reçu une notification. « Ah, tu savais que c'était moi. Comme c'est touchant. » J'ai crié dans mon oreiller, car il n'avait pas répondu à la question. J'ai écrit de nouveau. « Dis-moi ce que tu veux. Je peux te rendre tout l'argent que tu m'as payé en échange que tu arrêtes de me suivre. S'il te plaît. » Je ne voulais pas faire ça. J'avais déjà dépensé une grande partie de cet argent, mais j'espérais que l'argent le dissuaderait. Il a répondu « Je ne veux pas d'argent. Je continuerai de te voir. Je continuerai d'apparaître sur tes photos. Notre histoire ne fait que commencer. » Aucun autre email. Je l'ai bloqué et suis allé me coucher. Le problème, c'est qu'il avait mon adresse et a commencé à m'envoyer des messages depuis d'autres comptes. Je les bloquais, mais il continuait d'écrire, jusqu'à ce qu'enfin un message dise « Peu importe si tu m'ignores, je te verrai, je te recontacterai. Nous serons sur tes photos aussi longtemps que je le voudrai. » C'était dégoûtant, et pire encore, j'ai commencé à avoir peur d'accepter de nouveaux contrats. Tous les voyages à Bristol étaient totalement exclus. Je supposais qu'il vivait là-bas, puisque c'est là que tout avait commencé, mais je l'avais aussi vu sur des photos du mariage.
J'ai dû réduire certaines choses, renoncer à une partie du travail, mais surtout, je devais être vigilant. J'ai vérifié mes relevés bancaires. Je pouvais survivre quelques mois sans gros contrats, à part ceux de clients de confiance. Malheureusement, j'ai pris la décision de fermer mon site internet et j'ai suspendu mes profils sur les réseaux sociaux. Mais ils savaient où j'habitais, alors j'ai appelé un ami en Écosse et je suis allé m'y réfugier pendant quelques semaines. Je n'ai reçu aucun nouvel email. Je prenais des photos pour le plaisir et j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Je suis rentré chez moi et pendant un certain temps, il ne s'est rien passé. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'espérais qu'il avait peut-être abandonné. Malheureusement, ce n'était pas la fin. Il m'a réécrit, se réjouissant que je sois de retour. Il a dit qu'il s'était ennuyé de moi et que je ne comprenais tout simplement pas. Était-il malade mentalement, dangereux ou les deux? J'ai examiné mes anciennes photos, rassemblant toutes celles où il apparaissait. Elles n'étaient d'aucune aide, ce qui expliquait pourquoi je ne pouvais pas me souvenir de lui lors de ses missions. La police ne le reconnaîtrait pas non plus à partir de ces photos. Je ne sais pas si je suis devenu fou ou si j'avais une pulsion mortelle, mais j'ai répondu « Retrouvons-nous demain à Paddington, je veux te voir ». Sa réponse était enthousiaste. Il a demandé si nous pouvions prendre des photos ensemble, ce que nous allions faire, et je jouais son jeu. J'ai dit que nous pourrions aller dans un endroit sympa. J'ai demandé s'il vivait à Bristol et où, mais il a habilement ignoré cette question. Il a répondu qu'il voulait que nous visitions ensemble St. James Park. J'ai dit que c'était une excellente idée, que j'adorais cet endroit, mais que ce serait mieux si nous nous rencontrions à Paddington. À demain, j'ai écrit et j'ai attendu. Je n'ai pas pu dormir, me demandant ce que j'allais faire avec ce cinglé. Je voulais en parler à quelqu'un, mais j'avais peur que s'ils voyaient que j'avais un complice, ils prennent peur. Je ne savais pas si la police me prendrait au sérieux. Je me suis endormi en réfléchissant à toutes les options et à la façon dont je devais mettre fin à tout cela une fois pour toutes. À Paddington, j'étais là au moins une demi-heure avant l'heure prévue. Je prenais des photos des trains et des gens, essayant de ne pas avoir l'air trop formel. Je faisais semblant d'être un touriste. J'ai pris quelques selfies avec mon téléphone sous différents angles. Toute son obsession était d'apparaître sur mes photos, alors je vérifiais chaque photo prise, ce que je fais rarement pour voir si quelque chose clochait. Je ne le voyais pas, jusqu'à ce qu'un selfie montre sa silhouette loin en arrière-plan. Je me suis retourné rapidement, j'ai regardé autour de moi et pris plus de photos, plus de selfies, mais il n'était plus là. Je ne voulais pas l'appeler tout de suite. La gare était bondée et je tournais en rond. J'avais presque envie de régler mon appareil photo en mode rafale pour voir si je pouvais capturer quelque chose, mais je savais que ça paraîtrait trop fou. Mon objectif était d'obtenir quelque chose à donner à la police, avec les emails. Peut-être que cela ne m'aiderait pas, mais je devais essayer. Pourtant, il n'était nulle part. Finalement, j'ai cessé de marcher, je me suis arrêté près d'une des voies, et j'ai parcouru les photos sur mon téléphone pour voir s'il réapparaissait quelque part. Et c'est là que je l'ai ressenti, ce laser sur mon dos encore une fois, mais cette fois c'était plus étrange, plus proche. Je le savais instinctivement, d'une manière de survie. Je suis resté immobile, sans bouger d'un pouce. Je le sentais toujours. Je ne sais pas s'il attendait quelque chose, peut-être que rester sur place était plus fou que d'organiser cette rencontre, mais j'avais un objectif et une seule chance. Enfin, je ne sais pas si j'ai entendu un bruissement de cuir ou senti un parfum. Je me suis retourné brusquement et j'ai commencé à prendre des photos. Je pense qu'il ne s'y attendait pas. Après 2 photos, il s'est couvert le visage et a commencé à courir. J'ai crié derrière lui. « Où cours-tu ? Tu devais apparaître sur mes photos ?» Je comptais le rattraper. Les gens autour de nous ont commencé à nous regarder et je devais avoir l'air d'un harceleur, car c'était moi qui courais après lui. Nous devions prendre des photos ensemble, ai-je crié. J'ai remarqué qu'il avait un appareil photo Polaroid autour du cou, mais c'était l'un de ses modèles récents, pas vintage. Finalement, j'ai cessé de le poursuivre, une fois sorti de Paddington. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier les photos, et j'ai vu son visage clairement sur 2 d'entre elles. J'ai pensé que cela suffirait, et je suis allé à la police pour déposer une plainte.
Malheureusement, comme je m'y attendais, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais je me suis senti mieux en ayant signalé l'incident. Je suis rentré chez moi, en attendant un email ou tout autre contact. J'ai même vérifié mon sac pour voir si ce type n'y avait rien glissé, mais je n'ai rien trouvé. Il m'a fallu du temps pour remettre mon site en ligne et reprendre progressivement des nouveaux clients. J'ai instauré une nouvelle politique selon laquelle les nouveaux clients devaient fournir leurs coordonnées complètes, y compris leur nom, et depuis ce moment-là, rien d'étrange ne s'est produit. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé dans un nouvel appartement, mais pour d'autres raisons. Personne n'a plus photobombé mes photos ou ne s'est comporté comme un fantôme pour attirer l'attention. Cependant, ce type reste encore dans mes pensées. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'étais sa cible. Je me demande s'il était un autre photographe ou peut-être un ancien ami avec une obsession bizarre. Quand j'avais 14 ans, je n'avais pas d'ordinateur à la maison. Donc bien sûr, je n'avais pas non plus accès à Internet. À cette époque, tout le monde que je connaissais allait dans des endroits appelés cyber, où il y avait beaucoup d'ordinateurs et où l'on payait pour les utiliser à l'heure. Dans ce magasin, certains ordinateurs étaient même placés à l'extérieur. Le propriétaire les sortait pour attirer plus de clients, car il louait un petit espace. D'habitude, je jouais à l'intérieur. Je pense que dans d'autres pays, ces endroits sont appelés cybercafés. Je me souviens que tout le monde jouait à un jeu appelé Counter-Strike à l'époque, alors j'ai commencé à y jouer aussi. En tant que seule fille, j'attirais évidemment beaucoup d'attention, d'autant plus que je me débrouillais plutôt bien. Au début, je jouais seule, et j'entendais souvent les garçons se moquer de moi. Les filles ne savent pas jouer à ce jeu. Mais après un certain temps, tout le monde voulait que je rejoigne leur équipe. Le cyber où j'allais se trouvait presque juste derrière ma maison, dans l'une des villes d'Argentine qui est maintenant connue comme la ville natale du meilleur footballeur du monde. Le cybercafé était au coin de la rue, et le cyber en lui-même était un peu plus haut, dans une petite rue secondaire. C'était un endroit où venaient principalement des gens du quartier. Les adultes venaient rarement, sauf s'ils avaient quelque chose à imprimer. C'est à ce moment-là que cette histoire a commencé. Un jour, un homme est apparu. Au début, je ne l'ai pas remarqué, car la seule chose qui m'intéressait, c'était de jouer avec les garçons de mon âge. J'étais devenu l'une des leurs, même s'ils plaisantaient encore à mes dépens. Mais c'était amical, comme des camarades du même âge. Ce jour-là, je devais cependant partir plus tôt, car mes parents avaient un dîner spécial avec ma sœur Zosia, qui allait bientôt terminer l'école. Zosia avait d'excellentes notes, donc c'était une occasion importante. Je suis sorti du cybercafé, et cet homme terminait quelque chose sur l'un des ordinateurs à l'extérieur. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais j'ai remarqué qu'il s'était levé exactement au moment où je sortais. J'ai dit au revoir au propriétaire, qui fumait une cigarette, et j'ai commencé à marcher vers chez moi. Cet homme marchait à côté de moi, et a immédiatement commencé à parler. Il m'a demandé mon nom, et j'ai répondu, car je ne me doutais de rien. Il a dit qu'il s'appelait Olek. Il m'a demandé mon âge et comment j'étais devenu aussi doué dans un jeu pour garçons. J'ai levé les yeux au ciel, mais j'ai répondu que je venais souvent ici et qu'en jouant, j'avais appris à bien jouer. J'étais presque arrivé au coin derrière lequel se trouvait ma maison, et il devait déjà savoir où j'habitais. Ce n'était pas un secret. J'allais au cyber et dans d'autres endroits sans trop de soucis, mais je ne voulais pas qu'il me suive de trop près. Je lui ai dit que c'était sympa de le rencontrer, mais que je devais aller à un dîner important avec mon cousin et ses amis footballeurs. J'ai insisté sur le mot « adieu » en agitant la main. Finalement, il a compris l'allusion et j'ai accéléré le pas pour rentrer chez moi. Ce n'était cependant que le premier obstacle. Le lendemain, dans l'après-midi, il était de nouveau dehors, exactement au même endroit que la veille au soir. J'ai commencé à avoir un peu peur, mais je me suis dit que c'était peut-être juste une coïncidence, n'est-ce pas? J'ai continué mon chemin, mais il a de nouveau commencé à me parler. Il m'a raconté un peu sa vie, disant qu'il avait 22 ans, qu'il étudiait pour devenir électricien et qu'il avait un travail. Il m'a offert des cadeaux et m'a invité au cinéma. Je n'étais pas intéressé. Je lui ai dit clairement. J'ai répondu que j'avais 14 ans,
et qu'un homme de 22 ans devrait passer du temps avec quelqu'un de son âge. Il m'a dit qu'il n'aimait pas les filles de son âge, car elles étaient superficielles et ne s'intéressaient qu'à l'argent. Il a dit qu'il m'avait vu au cyber, en train de jouer et de rire avec les garçons, et que, à ses yeux, j'étais la fille la plus mature et la plus belle de la ville. Peu importe, je ne voulais rien de lui, et je le lui ai répété avant d'entrer dans le cybercafé. J'étais contente qu'il ne m'ait pas suivi ni dérangé, mais il m'attendait dehors pendant que je jouais. Au bout d'une heure environ, quand je me suis fait tuer dans le jeu, j'ai jeté un coup d'œil dehors et j'ai vu qu'il n'était plus là. J'ai décidé de finir plus tôt et de rentrer chez moi. Cela ne me plaisait pas. Jouer à Counter-Strike était ma chose préférée cet été-là. Même les garçons étaient déçus que je parte si tôt, mais je ne voulais rien leur dire. Cet homme me mettait mal à l'aise, bien qu'en toute honnêteté, il n'avait encore rien fait de mal. Le lendemain, je suis allé un peu plus tôt que d'habitude. Il n'était pas là, et j'ai souri de soulagement en pensant. Heureusement, il a compris le message. J'espérais qu'il me laisserait tranquille. J'ai joué en ligne avec des inconnus avant que les autres garçons n'arrivent. Mais ensuite, il est revenu. Cette fois, il est entré à l'intérieur et s'est assis à l'ordinateur à côté du mien. Il cliquait sur quelque chose mais je n'y ai pas prêté attention. Heureusement, nous faisions du bruit et nous portions des écouteurs pendant le jeu, donc je pouvais prétendre que je ne l'entendais pas. Il m'a demandé pourquoi j'étais parti plus tôt la veille, mais je n'ai pas répondu. Il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas attendu pour qu'il me raccompagne. Il a commencé à dire que les rues étaient dangereuses pour les filles comme moi, que je ne devrais pas m'y promener seul. Oui, je le savais. Elles sont dangereuses, justement à cause des gens comme toi. Ai-je voulu lui crier? Et puis je me souviens d'avoir cliqué un peu trop fort sur ma souris, m'imaginant le tuer dans le jeu. Il a continué à parler, même si je ne répondais pas, et il a commencé à me faire des promesses. Il a dit que je n'aurais jamais besoin de travailler si j'étais avec lui, que je recevrais des cadeaux parce qu'il avait un emploi. J'ai remarqué qu'il parlait si doucement que les autres garçons ne l'entendaient pas et j'ai eu des frissons, mais je faisais semblant de ne rien entendre. Au bout d'un moment, il s'est levé, est sorti et a commencé à parler avec le propriétaire. Finalement, je ne pouvais plus l'entendre. La veille, j'étais parti plus tôt parce qu'il avait disparu un instant, mais cette fois, il était toujours là, alors je suis resté. Je voulais partir à mon heure habituelle, mais il restait là, alors j'ai attendu et j'ai continué à jouer. Finalement, les garçons ont fini de jouer et je suis sorti avec eux. Cette fois, il ne m'a pas suivi. J'ai parlé tout le long avec un des garçons, Simek. Nous avons marché jusqu'à ma maison, je lui ai dit au revoir et je suis rentré. Juste après être rentré, ma mère m'a disputé parce que j'étais resté dehors bien plus longtemps que promis et que je traînais encore avec les garçons. J'ai accepté ses reproches, car je savais que cela arriverait. Mais ma sœur Zosia a remarqué quelque chose. Normalement, je pleurais quand ma mère me grondait, mais cette fois, non, parce que je savais que j'avais bien fait d'attendre et de rentrer plus tard avec les garçons. Zosia est entrée dans ma chambre pendant que ma mère lavait encore les assiettes en colère, et elle m'a demandé pourquoi j'étais resté si tard. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, si je sortais avec l'un de ces garçons. Finalement, j'ai raconté à quelqu'un cet homme. Je lui ai expliqué que je ne voulais rien avoir à faire avec lui, et Zosia est devenue encore plus furieuse que ma mère. Mais Zosia était différente quand elle se mettait en colère. Elle devenait froide comme la glace. Elle m'a dit que je devais en parler à un adulte, et le plus tôt possible. Elle était fière que je ne me sois pas laissé acheter par les cadeaux ou tout ce qu'il m'avait offert, mais que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour rester aussi loin de lui que possible. Même le sourire le plus innocent pourrait seulement aggraver la situation. Ensuite, elle m'a raconté l'histoire de son amie Justina, qui avait commencé à recevoir beaucoup de compliments de son professeur. Elle avait alors 12 ans, et son professeur en avait 25. Il la complimentait souvent. Contrairement à moi, qui n'était pas intéressé à sortir avec un homme beaucoup plus âgé, Justina était flattée par cette attention. Elle obtenait toujours les meilleures notes sans presque rien faire. Un seul sourire suffisait pour que le professeur donne moins de devoirs ou fasse quelque chose à sa place. Zosia m'a dit que la plus grande erreur de Justina était de penser qu'elle contrôlait la situation. En réalité, elle n'avait aucun pouvoir sur elle.
Oui, elle obtenait des faveurs de lui, et bientôt aussi des cadeaux. Il lui achetait tout ce qu'elle voulait. Tu te souviens de ces vieux téléphones Nokia aussi lourds que des briques? À l'époque, c'était tout nouveau et un luxe, et le professeur en a acheté un pour Justina. Zosia a levé les yeux au ciel et a dit que Justina se comportait comme une reine à ce moment-là. Tout le monde n'avait pas un téléphone, encore moins des enfants. Justina était l'amie de Zosia, donc cette histoire s'est passée presque 6 ans avant que je commence à avoir mes propres ennuis avec un harceleur. Le professeur envoyait souvent à Justina de gentils messages, puis, comme on pouvait s'y attendre, les messages sont devenus plus explicites. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone avec appareil photo, mais les messages ont commencé à changer. Le professeur voulait que Justina vienne à une fête et qu'elle amène l'une de ses amies à un double rendez-vous. Justina a invité Zosia, mais Zosia avait depuis longtemps son propre petit ami, depuis l'âge de 5 ans, alors elle a refusé. Justina a invité quelqu'un d'autre, elles sont allées à la fête, puis Justina et cette autre fille n'ont plus jamais reparlé. Justina, cependant, continuait à voir le professeur. Finalement, les parents ont tout découvert, tout comme toute l'école. Le professeur a été renvoyé, et Justina se comportait comme si on lui enlevait Roméo. L'année dernière, Justina est tombée enceinte, a quitté l'école et s'est enfuie de chez elle. Zosia a dit qu'on ne sait pas grand-chose sur ce qu'elle devient maintenant, car elle vit avec son ancien professeur, et Justina n'a pratiquement plus de contact avec personne. Zosia m'a alors expliqué ce qu'était le grooming. Nous ne connaissions pas encore ce mot à l'époque. Je ne l'ai découvert que quelques années plus tard sur Internet. Mais je comprenais déjà son essence à ce moment-là. Zosia m'a dit que les hommes qui s'intéressent aux petites filles veulent une chose, du contrôle, en plus de ce que l'on sait déjà. Elle m'a dit que je devais soit arrêter d'aller à ce cyber, soit commencer à dire aux autres ce qui se passait. J'ai répondu que ce n'était pas juste que je doive abandonner quelque chose que j'aime, parce qu'un type avait décidé de me prendre pour cible. Zosia m'a donné raison. Elle a donc commencé à venir avec moi et à me récupérer après le jeu. Le premier jour, elle a vu cet homme, et il s'est immédiatement enfui. Ce soir-là, en rentrant, je pensais l'avoir encore vu du coin de l'œil, mais je n'en étais pas sûr, car Zosia était avec moi tout le temps. Cependant, Zosia ne pouvait pas toujours être avec moi. Aucune de nous ne voulait en parler à nos parents, car nous savions qu'ils allaient nous imposer des restrictions et nous empêcheraient de sortir. Zosia a convaincu ma mère qu'il valait mieux que je rentre avec des amis plutôt que seul, et cette fois, ma mère a compris. Grâce à cela, je me suis rapproché de mes copains de Counter-Strike, surtout de Simek. Je rentrais presque tous les soirs avec lui et un autre garçon, Wojtek, qui avait 13 ans. Je n'ai vu ce type qu'une seule fois après ça, mais il semblait avoir remarqué que ma sœur n'était plus dans les parages. Il attendait que les garçons arrêtent de me raccompagner. Il n'a pas eu de chance, car Simek est devenu mon premier petit ami. Wojtek était son meilleur ami et nous étions inséparables. Au début de cet été, nous ne faisions que jouer, mais soudain, nous avons commencé à faire d'autres choses. Nous allions au cinéma, au bowling. Le frère de Wojtek était skateur et voulait devenir professionnel, donc nous allions à quelques-unes de ses compétitions. L'été est passé, et cet homme du cybercafé n'est pas réapparu. Nous jouions toujours à des jeux, mais c'était devenu un rituel moins quotidien, peut-être 2 fois par semaine. Il semblait m'avoir oublié ou ne plus pouvoir me suivre. Finalement, l'école a repris, et ma mère m'a forcé à m'inscrire à un sport, alors j'ai choisi le volley-ball. C'était amusant, nous avions un entraîneur, Andrzej, qui était sévère, mais nous devions nous améliorer avant les compétitions interscolaires. Et c'est alors qu'il est réapparu. Je ne sais pas comment, mais il se tenait devant mon école lorsque nous avons fini l'entraînement. Le volley-ball était une activité parascolaire qui se déroulait dans la même école. J'étais furieuse, mais je savais qu'il y avait des gens autour, alors je suis finalement allé vers lui et je lui ai dit directement d'arrêter. Je lui ai dit que ce n'était pas amusant, que je ne voulais pas sortir avec lui, qu'il devait se trouver une fille de son âge et me laisser tranquille. Je lui ai menacé que si jamais il me suivait à nouveau, j'en parlerais à mes parents et j'irais à la police. Il a ri et a dit qu'il ne m'avait rien fait. Je l'ai traité de pervers et j'ai ajouté que seuls les perdants s'intéressent aux jeunes filles. Là, il s'est vraiment énervé et a failli me saisir par le bras,
mais j'étais plus rapide. Il a recommencé à rire, mais ce rire était étrange, anormal. Il a dit que je me comportais comme une gamine gâtée parce que j'avais un petit ami. Je lui ai répondu en riant, mais je faisais juste semblant d'être courageuse. J'ai dit « Oui, j'ai un petit ami, et si Simek entend parler de toi, il sera furieux. » J'ai terminé la conversation et suis allé prendre le bus. Je me souviens de ces mots quand je suis monté. « Ton copain ne sera pas là longtemps, mais moi si. Je n'abandonne jamais et j'obtiens toujours ce que je veux. » Je ne pouvais plus le supporter. D'autres personnes l'entendaient, et il n'était même pas gêné. Je pensais qu'il avait peur d'être vu, mais apparemment non. Alors pourquoi s'était-il retiré auparavant? Est-ce qu'il avait maintenant plus de courage? Je ne savais pas quoi faire, mais je n'en ai pas parlé à ma mère. Zosia et moi avons essayé de l'ignorer, parce que d'une certaine manière, il avait raison. Personne ne ferait rien, parce que techniquement cet homme ne m'avait pas touché, puisque je m'étais éloigné, et il ne m'avait pas fait de mal. Je ne pensais pas que répéter ces paroles aurait suffisamment de poids pour que la police s'en préoccupe. Et il avait raison sur un autre point. Simek n'est pas resté mon petit ami longtemps. Un jour, j'ai décidé de lui faire une surprise à son école. Un jour où je n'avais pas d'entraînement de volley-ball. Je l'ai vu tenir la main d'une autre fille. Je me souviens avoir fait une scène. J'avais 14 ans, et sa copine s'est contentée de se moquer de moi. Les autres l'ont rejointe, alors je suis simplement rentré seul à la maison. J'ai dû me calmer avant de rentrer chez moi, alors je me suis assise dans un parc. Ce n'était pas vraiment un parc, mais une petite place à quelques pâtés de maison de ma maison, avec des bancs et des arbres. Après environ 20 minutes, j'ai instinctivement ressenti que quelque chose n'allait pas. Je l'ai vu de loin. J'ai simplement réagi et j'ai couru. J'entendais qu'il appelait mon nom et je maudissais le fait de lui avoir dit mon prénom au début de l'été. J'ai couru, ne ralentissant que lorsque je suis arrivé au cybercafé au coin de la rue. Il avait disparu, soit il s'était retiré, soit il s'était caché. Je suis rentré à la maison et toutes mes pensées sur Simek ont disparu. J'avais des problèmes plus graves qu'un stupide garçon 14 ans. Le lendemain, je suis allé au volley-ball et il était encore là, à m'attendre. Cette fois, je savais qu'il ne serait pas facile de s'en débarrasser comme la dernière fois et que je ne pouvais pas simplement m'enfuir à la maison, car j'étais trop loin. Je devais prendre le bus et il n'arriverait pas avant un certain temps. J'ai fait demi-tour et mes coéquipières de volley ont remarqué à quel point je marchais nerveusement le long de la clôture de l'école. « Qu'est-ce qui se passe ?» ont-elles demandé. C'est alors que je leur ai dit « Cet homme me harcèle ». Je leur ai raconté qu'il me traquait depuis des mois. Je leur ai dit que je lui avais clairement expliqué que je ne voulais rien avoir à faire avec lui, mais qu'il continuait à apparaître, encore et encore, et que j'avais l'impression que ça empirait. Les filles ont répondu « Nous allons rentrer avec toi à la maison ». Je ne le voulais vraiment pas. Je voulais être courageuse et ne pas exposer les autres au danger. Nous étions toutes des gamines, mais j'ai juste dit « oui ». Nous avons commencé à marcher et une fois que nous étions suffisamment loin de l'école, il a de nouveau fait son geste. « Je vais la raccompagner », a-t-il dit, comme s'il en avait le droit. Une des filles a crié « Non, tu es fou, fous le camp d'ici », et les autres ont ajouté des mots dans le même ton. C'est alors qu'il a réellement poussé l'une d'entre elles. J'ai commencé à crier et 2 filles ont essayé de m'éloigner de lui. « Arrête, arrête, arrête !» criai-je. Une fille est tombée sur les fesses, et cela semblait douloureux. Il a poussé la deuxième et m'a attrapé par les cheveux. Je me souviens de ses yeux, et il m'a craché au visage. Je n'ai jamais senti un souffle aussi mauvais. Il a dit « Tu as testé ma patience assez longtemps, maintenant tu viens avec moi ». Il m'a attrapé par le bras si fort que j'ai senti ma peau se tordre, et il a commencé à me tirer. J'ai utilisé toute ma force pour résister, mais mes chaussures glissaient sur le béton lisse. C'est alors qu'une balle de volley l'a frappé à la tête. J'ai vu sa tête basculer et j'ai entendu l'impact résonner. Il m'a lâché, saisissant sa tête, et j'ai profité de ce moment pour m'éloigner. C'était l'entraîneur Andrej. Il criait sur lui, lui demandant s'il était fou de toucher de jeunes filles, et a dit qu'il avait déjà appelé la police. Il lui criait « Fous le camp d'ici, fous le camp ». Comme cet homme ne réagissait pas, Andrzej lui a lancé une autre balle qu'il tenait,
Et cette fois, il l'a frappé directement sur le nez. L'homme a hurlé, et j'ai vu du sang commencer à couler de son nez. Toutes les filles étaient maintenant derrière l'entraîneur Andrzej. Il a continué à crier « Tu en veux encore ? Fous le camp, je ne veux plus te voir ici. » Finalement, cet homme s'est enfui. Ensuite, j'ai tout raconté à l'entraîneur, et il s'est avéré qu'il n'avait pas vraiment appelé la police, mais cette fois, il l'a fait. D'autres membres du personnel de l'école se sont également impliqués, car ils étaient inquiets pour les autres filles. Ils ont récupéré son image des caméras de surveillance et j'ai finalement dû tout dire à mes parents. Ils étaient furieux, mais Zozia les a calmés. Les gens du quartier ont été informés de lui et le propriétaire du cyber a appris son nom. Je ne dirai pas son nom ici, mais une fois que la police l'a eu, c'était fini. Il a dû fuir la région car il n'est plus jamais réapparu. Et d'après ce que nous avons entendu, la police ne l'a pas attrapé. Zozia et son copain ont accepté de me raccompagner à l'école et de l'école pendant le reste de l'année. Quand ils ne pouvaient pas, c'était ma mère qui le faisait, et je me suis rapproché de mes camarades de volley. Nos mères ont décidé d'organiser des tours de covoiturage. Heureusement, je n'ai jamais revu cet homme, et même si je n'ai pas été physiquement blessé, j'étais un peu bouleversé d'avoir été attaqué par un harceleur. Ma copine, elle, avait un énorme bleu sur les fesses, et nous en avons ri plus tard. La morale de cette histoire est qu'il faut parler aux adultes, au moins à ceux à qui vous faites confiance. C'est la leçon que j'ai apprise. Je détesterais que ma fille me cache quelque chose comme ça un jour. Mes enfants sont encore petits, mais quand ils seront un peu plus grands, je leur achèterai des téléphones simples pour qu'ils puissent toujours appeler à l'aide. Et ne restez pas silencieux, car ces choses s'aggravent souvent. Ils ne s'arrêtent pas tant que quelqu'un ne les arrête pas. Je voudrais aussi dire que si vous pouvez aider un ami ou un élève, faites-le. Mes camarades de volley, qui n'étaient alors que des connaissances, m'ont retenu assez longtemps pour que l'entraîneur Andrzej arrive. Et je lui en serai toujours reconnaissante. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça soit possible, mais je viens de découvrir quelque chose à travers une photo dans un post aléatoire d'un compte que je ne suis même pas. En arrière-plan, il y a 2 personnes qui m'ont fait remettre en question tout ce qui s'est passé il y a presque 10 ans. Mais je ne peux pas te raconter ce qui est arrivé sans revenir à l'époque où je pensais que tout dans ma vie était parfait. Commençons par donner de faux noms, comme je le fais habituellement pour rester anonyme. Je vais appeler ma famille les Nowak. Ça sonne assez commun. Je vais appeler mon mari Pierre et ma fille Catherine. Tu peux m'appeler Anne. Après des années à vivre dans un appartement de 2 pièces, nous avons acheté une petite maison, à seulement 15 minutes de la ville, mais nous travaillions toujours au centre, choisissant de faire les trajets quotidiens. Soudain, nous étions devenus la famille polonaise parfaite. Nous avions un jardin, et peut-être que ma fille pourrait enfin avoir ce gros chien dont elle avait toujours rêvé. Le trajet pour aller travailler n'était pas idéal, mais la première nuit que nous avons passée dans cette maison était incroyable. On n'entendait rien à part le ululement d'une chouette ou quelque chose de ce genre. Le jour après notre déménagement, nous avons même été accueillis par nos voisins. Ils étaient gentils. L'un d'eux nous a apporté un gâteau et j'ai un peu grimacé, mais seulement après leur départ. Tout cela parce que je regardais trop de films d'horreur et de documentaires criminels, et tout semblait trop parfait. Tu vois ce que je veux dire. La première chose que j'ai faite après m'être installé dans ce nouveau rythme de vie, c'était d'acheter un gros chien pour ma fille. Nous l'avons pris dans un refuge, et il est rapidement devenu membre de la famille. Il n'aboyait presque jamais et se sentait à l'aise dans la maison. J'ai toujours eu le sentiment que les animaux perçoivent des choses que nous ne voyons pas, alors je me suis dit que tout allait bien. Après quelques semaines de cette perfection, j'ai organisé un petit barbecue et j'ai invité les voisins. Le chien, appelons-le Rex, s'entendait bien avec tout le monde. Alors j'ai abandonné ma panique et ma paranoïa, et nous nous sommes habitués à la vie dans ce quartier. J'ai rencontré quelques personnes et découvert que beaucoup d'entre elles avaient des enfants du même âge que ma fille. Bien que je travaillais, je me suis impliqué dans quelques activités scolaires. Je n'avais pas le temps d'être délégué de classe, mais j'étais plus présente. Un week-end, ma belle-mère, appelons-la Irène, est venue nous rendre visite. Elle était suffisamment gentille, pas trop critique, et mon mari l'adorait, bien qu'elle vivait à l'autre bout du pays. Elle détestait la ville, mais quand elle a vu notre nouvelle maison,
Elle a promis de venir nous rendre visite plus souvent. L'argent n'avait jamais été un problème pour elle. Nous vivions modestement, car mon mari insistait pour être indépendant, mais sa mère veuve était plutôt riche. Le week-end suivant, alors qu'Irène était encore là, je préparais des sandwichs pour le déjeuner quand elle m'a tiré par la main et m'a emmené à la fenêtre. Elle m'a demandé qui était l'homme en pointant la maison du voisin de l'autre côté de la rue. J'ai répondu que c'était notre voisin, Darek. J'estimais que Darek avait environ 20 ans de plus que mon mari et moi. Ma belle-mère s'est tue, alors je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a répondu que Darek observait notre maison avec trop d'attention. J'ai ri car c'était absurde. Darek n'était pas très sociable, mais il n'avait jamais donné de mauvaises impressions, et Rex l'aimait bien. Je l'ai dit à Irène, et elle a levé les yeux au ciel en disant qu'on ne pouvait pas toujours se fier aux réactions d'un chien. Je le savais, je n'étais pas stupide, mais je n'avais aucun mauvais pressentiment, alors je lui ai simplement tapoté l'épaule et je suis retourné préparer les sandwichs. Quelques heures plus tard, nous sommes allés nous promener dans le quartier, en partie pour sortir Rex et en partie pour qu'Irène puisse voir les autres maisons et l'ensemble du voisinage. Elle a dit que c'était presque exactement comme le lotissement où elle vivait, et elle était contente que Catherine puisse enfin vivre l'enfance qu'elle méritait. J'étais heureuse à ce moment-là, on n'a pas souvent autant de chance avec ses beaux-parents. Catherine s'est éloignée un peu de Rex, et à ce moment-là, Irène m'a soudainement attrapé par le bras. Elle m'a dit que quelqu'un nous suivait. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu Darek marcher de l'autre côté de la rue. Je lui ai dit qu'il se promenait simplement tout comme nous. D'autres voisins promenaient aussi leurs animaux, et cela ressemblait presque à une scène d'une de ces peintures classiques de Norman Rockwell. Mais ma belle-mère secouait simplement la tête. Elle a dit « Non, au début, je pensais ça aussi, mais il nous suit depuis que nous avons quitté la maison. » Je lui ai dit « D'accord, rentrons simplement à la maison. » Ce à quoi elle a hoché la tête, me tenant par le bras et me poussant pour que je rejoigne Catherine et Rex. Lorsque nous étions à quelques pas de la maison, elle a dit « Regarde, regarde, il fait demi-tour maintenant, parce que nous rentrons. » J'ai regardé Darek, qui fixait intensément le trottoir, et j'ai hésité pendant un moment. Je vivais déjà dans ce quartier depuis un certain temps, et je n'avais jamais rien remarqué de suspect. Pourtant, au début, j'étais la reine de la paranoïa. J'ai dit à Irène que je garderais un œil sur la situation, et je l'ai remerciée de m'avoir informé. Il me semble qu'elle était contente que je prenne cela au sérieux, et nous sommes rentrés à la maison, oubliant cette histoire pour le reste de la soirée. Dans les jours qui ont suivi, Irène a décidé de prolonger son séjour. Ce n'était pas un problème, bien que parfois, j'aurais préféré qu'elle parte. Parfois, on n'a tout simplement pas envie de compagnie. Mais Irène cuisinait et passait du temps avec Catherine après l'école, tandis que Pierre et moi travaillions, donc j'ai laissé couler. Après tout, c'était mieux que Catherine ait quelqu'un à la maison. J'étais seulement inquiète qu'elle demande à emménager chez nous définitivement, mais je ne voulais pas déclencher de dispute. Un soir, je suis rentré du travail, et Irène avait préparé quelque chose qui sentait vraiment bon sur la cuisinière. Quand elle m'a vu, elle a éteint le gaz, m'a prise par la main, et m'a tiré dehors en disant « Je dois te parler ». Je lui ai demandé de quoi il s'agissait cette fois-ci, et elle m'a dit que Darek avait de nouveau rôdé autour de la maison. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement, et elle a dit que notre voisin avait fouillé dans notre boîte aux lettres, était monté sur le perron, et avait même essayé de regarder par la fenêtre. Rex avait alors commencé à aboyer, et Darek s'était enfui. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas ouvert la porte pour lui demander ce qu'il faisait. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de se déshabiller dans un centre commercial. « Je ne pouvais pas faire ça », a-t-elle dit. J'étais seul, qui sait ce qu'il prévoyait? Je n'ai pu que soupirer et essayer de la calmer. Nous sommes retournés à l'intérieur. Pierre est rentré à la maison, et nous avons dîné. Ce soir-là, j'ai raconté à mon mari ce qui s'était passé avec Darek. Il faisait confiance à sa mère et s'est inquiété, alors nous avons commencé à parler d'installer des caméras. Mais honnêtement, nous étions tous les deux des experts en procrastination pour ce genre de choses. Alors nous ne l'avons jamais fait. Je le regrette,
car cela nous aurait épargné bien des problèmes. Quoi qu'il en soit, Irène est repartie quelques semaines plus tard, et je me suis promis de faire attention à Darek. Un soir, il arrosait ses fleurs quand je suis rentré à la maison. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voiture de Pierre et j'ai regardé par la fenêtre. Darek était près de sa boîte aux lettres. Il a salué Pierre, qui lui a répondu par un signe de la main, et c'était tout. Mais j'ai remarqué autre chose. J'ai demandé à Pierre s'il avait perdu notre photo de nos premières vacances à la mer avec Catherine. Elle n'était alors qu'un bébé. J'avais encadré cette photo et elle se trouvait dans le salon depuis que nous avions déménagé de notre appartement. Pierre a dit non, il ne l'avait pas perdue. J'ai demandé à Catherine qui m'a regardé avec confusion, comme le font les adolescents, et elle a secoué la tête. Mais la photo avait disparu. J'ai fouillé toute la maison, mais je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai appelé Irène pour lui demander si elle avait déplacé la photo quelque part. Elle a immédiatement commencé à faire des accusations. Ça devait être Darek. Il a profité de mon absence pour rentrer chez vous, a-t-elle dit. Je n'aurais vraiment pas dû l'appeler, car je savais ce qui allait se passer. En quelques jours, Irène a réservé un billet d'avion et a annoncé qu'elle allait rester chez nous un moment. Je détestais vraiment ça. Elle partait du principe que notre voisin était derrière tout cela, alors que nous n'avions aucune preuve pour le penser. Mais Pierre pensait que c'était une bonne idée, pour que Catherine ne soit pas seule à la maison, au cas où nous aurions un harceleur potentiel ou quelque chose du genre. Et je ne pouvais pas discuter logiquement contre ça. Donc, j'ai dû vivre avec ma belle-mère. Peu importe à quel point tu aimes tes beaux-parents, personne ne veut vivre avec eux de façon permanente. Chaque jour, je rentrais à la maison et recevais un rapport complet sur ce que Darek avait fait. Irène voulait en savoir plus sur Darek, car bien qu'il assistait aux fêtes du quartier et à ce genre d'événements, il n'était pas très bavard. En réalité, nous ne savions pas grand-chose sur lui, à part qu'il vivait seul. Tout le monde n'a pas besoin d'être extraverti, mais Irène ne comptait pas abandonner. J'ai commencé à poser des questions aux voisins, mais la plupart d'entre eux ne savaient pas grand-chose non plus, à l'exception d'une femme d'une 60aine d'années qui vivait à quelques rues de là. Si tu penses que c'était une grand-mère typique, tu te trompes. Je vais l'appeler Claudia. Elle ne paraissait pas avoir plus de 45 ans et était l'âme de toutes les fêtes. Elle buvait comme un poisson, mais elle restait toujours debout. Je ne l'ai jamais vue ivre, même après avoir vidé une bouteille de vin. Mais après avoir bu, elle devenait bavarde. Alors je l'ai approchée lors de la fête d'Halloween. Elle était la seule personne sans enfant, donc elle avait déjà commencé à boire du vin. J'ai commencé par parler de moi, en lui posant des questions sur sa vie. Elle était une carriériste passionnée et une grande voyageuse. Je pense que nous avions cela en commun. Après environ 2 heures, j'ai mentionné Darek, essayant d'être subtil. Claudia n'a rien remarqué de suspect et a immédiatement plongé dans ce qu'elle savait. Apparemment, Darek avait perdu sa femme et sa fille il y a de nombreuses années. Il était plus jeune qu'elle, mais cette tragédie s'était produite il y a longtemps, avant même la naissance de ma fille. Claudia a dit qu'après la mort de ses proches, Darek avait toujours été un bon voisin, prêt à aider, mais qu'il n'était plus le même homme joyeux et bavard que les autres connaissaient. Autrefois, disait-elle, il était l'âme de la fête. J'ai hoché la tête pendant qu'elle continuait de parler, mais la fête et les autres invités nous ont distraites. Je suis rentré chez moi et j'ai parlé à Pierre, lui disant que je ne pensais vraiment pas que Darek faisait quoi que ce soit de mal. Nous ne pouvions pas simplement soupçonner quelqu'un de harcèlement ou pire parce qu'il était un homme âgé et solitaire. Pierre était d'accord avec moi et je lui ai demandé de ne rien dire à sa mère. Je ne voulais vraiment pas qu'elle sache ce que j'avais découvert. Malheureusement, le lendemain après le travail, quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu Irène en train de crier sur Darek. Elle se tenait à la limite de notre jardin, tandis que Darek se tenait à la lisière du sien. Je suis sorti de la voiture et j'ai entendu Irène crier « Ne t'approche plus jamais de mon fils et de sa famille. » « Que se passe-t-il » lui ai-je demandé. Irène s'est tournée vers moi, le visage rouge et les veines de son cou prêtes à éclater. Elle a dit « Je ne peux pas croire que tu ne m'as pas dit ce que tu avais découvert sur lui. Tout a un sens maintenant. Il essaie de se trouver une nouvelle famille, la vôtre. » « Quoi »
Ai-je demandé à nouveau car c'était si absurde, mais elle insistait, accusant Darek de rôder à nouveau. Mon voisin avait l'air le plus confus du monde, et je n'ai fait que tirer ma belle-mère à l'intérieur de la maison. Je lui ai fait une sévère réprimande, et lui ai dit que je ne tolérerais pas un tel comportement fou, alors que tout allait si bien dans notre nouveau quartier. Irène a essayé de protester, mais je l'ai rapidement fait taire. Ensuite, j'ai réprimandé mon mari pour avoir parlé à sa mère de nos conversations, mais il a dit que sa mère devait savoir. J'étais trop fatigué après une longue journée de travail pour continuer à me disputer avec lui. Le week-end approchait, et Catherine avait une représentation scolaire le samedi soir, à laquelle d'autres parents du quartier devaient assister. J'ai averti Pierre que s'il voulait venir avec Irène, elle devait garder son calme. Le samedi est arrivé, et je suis arrivé tôt pour voir si les mères de la classe avaient besoin d'aide. J'ai discuté avec elles un moment. Jusqu'à présent, Irène s'était bien comportée depuis que je l'avais grondée, donc j'avais réservé 2 places pour eux. Ils ne sont pas venus. Ma fille n'avait pas un grand rôle, mais Pierre n'aurait jamais manqué ce genre de choses, et Irène était une bonne grand-mère. J'étais stupéfaite à ce moment-là et je ne savais pas quoi dire à Catherine après le spectacle, quand il n'y avait personne pour la féliciter. J'ai dit au revoir aux autres parents, pris plein de photos et nous sommes partis. J'ai présenté mes excuses à Catherine sur le chemin du retour et elle a haussé les épaules. Elle le faisait souvent en entrant dans l'adolescence. Mais je savais qu'elle était déçue. Quant à moi, j'étais furieuse à l'intérieur. Si leur absence avait quoi que ce soit à voir avec l'obsession folle de ma belle-mère pour Darek, j'allais exploser. Ce que je ne savais pas, c'est que nos vies allaient complètement changer en rentrant à la maison. « Maman, la porte d'entrée est ouverte », a dit Catherine en sortant de la voiture. « Quoi ?» J'ai regardé et elle avait raison. Ce n'était pas normal pour nous. Je lui ai dit de rester dans la voiture quelques minutes. Je suis entré lentement dans la maison et j'ai trouvé un chaos. La table basse était renversée, la vieille lampe de ma grand-mère gisait cassée par terre, et certaines photos sur les murs étaient de travers ou tombées au sol. J'ai avancé plus loin, appelant Pierre et Irène, mais personne n'a répondu. Mes mains tremblaient en attrapant mon téléphone pour appeler mon mari. La sonnerie retentissait tandis que je continuais à avancer dans la maison, jusqu'à ce que soudain je l'entende, la sonnerie de son téléphone. J'ai ouvert violemment la porte de notre chambre et découvert un désordre total, mais le téléphone de Pierre était posé sur la table de chevet de son côté du lit. J'ai appelé Irène et j'ai entendu sa sonnerie venir de la chambre d'amis que nous avions aménagée pour elle. Ensuite, j'ai composé le numéro des urgences, le 112. Je ne savais pas s'il était trop tôt pour les appeler, mais ma maison, qui était normalement impeccable, était maintenant en désordre total, et mon mari et ma belle-mère avaient disparu. La police est arrivée et a commencé l'inspection. C'est alors que je me suis souvenu de Rex. Lui aussi avait disparu. J'ai dit aux officiers ce que je pouvais tout en tenant Catherine, qui pleurait en s'accrochant à moi. Répondre aux questions était difficile, mais une question en particulier m'a frappé. Un policier a demandé « Votre belle-mère ou votre mari se sont-ils récemment disputés avec quelqu'un ?» C'est là que j'ai vraiment commencé à soupçonner Darek. Après des semaines de commentaires d'Irène, j'ai pensé que j'aurais peut-être dû l'écouter. J'ai donc dit à la police que ma belle-mère était convaincue que notre voisin nous harcelait. J'ai dû leur raconter ce que j'avais entendu de Claudia et la théorie d'Irène, mais j'ai bien précisé que je n'étais pas sûr et que je ne voulais pas l'accuser sans raison. Entre-temps, quelques voisins s'étaient rassemblés, y compris certaines mères qui m'avaient vu au spectacle. Mais Darek n'était pas parmi eux. L'un des policiers est allé frapper à sa porte, mais il est revenu rapidement en disant qu'il n'y avait personne à la maison. Cela a encore empiré les choses, car au fond de moi, je pensais que j'aurais dû être plus prudente. Les policiers sont partis, promettant de lancer une enquête, et ils m'ont demandé de les appeler si j'apprenais quelque chose de nouveau. Mais je ne pouvais pas rester dans la maison, exposant Catherine au danger, alors nous avons fait nos valises et sommes allés à l'hôtel. Le lendemain matin, Claudia m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle vivait quelques rues plus loin, donc elle n'avait pas vu les lumières clignotantes de la police. Je lui ai raconté mes soupçons, et à ma grande surprise, elle m'a dit que Darek n'avait rien à voir avec ça. Elle en était sûre.
Je lui ai répondu que Darek n'était pas à la maison, et elle m'a dit que il avait dormi chez elle. Personne ne savait qu'ils étaient ensemble. La différence d'âge était difficile à accepter pour certains, a-t-elle dit, et j'étais abasourdi. Je ne l'aurais jamais soupçonné, mais ça faisait sens. En y repensant, quand Darek marchait à côté de nous pendant que nous promenions Rex, nous étions près de la maison de Claudia. C'est à ce moment-là qu'Irène avait commencé ses premières accusations, et Darek avait fait demi-tour. C'était il y a un certain temps. J'ai demandé à Claudia, et elle a dit que leur relation durait depuis seulement quelques mois, donc tout concordait. Mais qu'est-il arrivé à mon mari et à ma belle-mère si Darek n'était pas le problème? Je ne l'ai jamais su. Après quelques jours à l'hôtel, je suis rentré à la maison avec Catherine. Darek m'a même parlé, offrant son aide si la police avait besoin de quelque chose, et je l'ai remercié. La police lui avait également parlé, et je pense qu'ils l'ont rapidement disculpé de tout soupçon. Ils ont mené des recherches avec des chiens pisteurs et d'autres méthodes. Plus tard, ils ont également fouillé la maison d'Irène à l'extérieur de la ville. Mais tout était en ordre là-bas. Personne n'y était allé depuis un certain temps. Aucune caméra de surveillance, aucun indice. Rien. Jusqu'au moment où ils ont trouvé un chien mort dans une ferme à 2 heures de chez nous. Il portait une étiquette avec le nom de mon chien. Ils n'auraient pas fait attention à cela si la disparition de mon mari et de ma belle-mère n'avait pas été si étrange. Un des policiers, qui s'occupait de notre affaire depuis le début, m'a dit que je devais me préparer ma fille aussi, car il était très probable que Pierre et sa mère ne soient plus en vie. Ce n'était pas facile, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert ma force. J'étais forte pour ma fille, nous aidant à revenir à une normalité, bien que dans cette nouvelle réalité étrange, tandis que la police poursuivait son enquête. Le temps a passé, et cette étrange normalité est devenue notre quotidien. L'enquête s'est arrêtée. Aucun corps. Encore une fois, rien. Des années ont passé et Catherine est entrée dans l'adolescence. Elle avait des difficultés au lycée, alors je ne pouvais plus attendre. Nous devions partir. Nous avons déménagé à quelques heures d'ici, dans un endroit avec un climat bien meilleur entouré de plages. J'ai vu Catherine s'épanouir, et moi aussi, j'ai commencé à me sentir mieux. C'est difficile à admettre, mais fuir était la seule bonne décision pour nous deux. Les années ont passé, Catherine a terminé le lycée et est allée à l'université. Elle est sur le point de terminer sa licence, et je suis très fier d'elle. Je planifiais un grand voyage à l'étranger, et c'est là que quelque chose s'est produit, bouleversant nos vies. Tu te souviens quand j'ai parlé du poste sur un compte aléatoire que je ne suis même pas? Celui qui a tout changé? Tu sais comment les téléphones semblent maintenant savoir des choses, comme quand tu penses à acheter un nouveau maillot de bain, et soudain tu reçois des publicités pour des maillots? Je sais qu'il y a une explication technique à cela, mais ce n'est pas le sujet. Il s'agit de cette photo qui m'a fait remettre en question tout. Beaucoup de temps a passé, mais je le reconnaîtrai partout. Pierre se tenait en arrière-plan de cette photo. Je sais que les gens ont des sosies, mais Irène était là avec lui. Son visage était aussi clair que possible, bien qu'il se tenait derrière un mannequin en maillot de bain. J'ai regardé ce compte. C'était une marque qui proposait des maillots, bien sûr. Et ils avaient plusieurs mannequins dans différentes tenues, mais dans la même rue. Je les ai cherchés sur d'autres photos, mais je n'ai rien trouvé, ce qui signifie qu'ils devaient en passer par là pendant que l'entreprise faisait sa séance photo. Et c'est ainsi que mon mari et ma belle-mère, qui avaient disparu de nos vies il y a presque 10 ans, et avaient été présumés morts, se promenaient en pleine santé dans les rues d'un pays européen, connu pour son art et sa bonne nourriture. Je me souviens parfaitement du choc que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je suis restée assise, figée, devant mon écran, incapable de respirer. Mon esprit cherchait désespérément une explication, une raison logique à ce que je venais de voir. Était-ce vraiment eux? Est-ce que mes yeux me jouaient des tours? Pendant des années, j'avais fait mon deuil, appris à vivre sans eux, et voilà que tout basculait en une seconde. Je me suis retrouvé à zoomer sur la photo, scrutant chaque détail. Pierre avait quelques rides en plus. Ses cheveux étaient un peu plus gris, mais c'était lui, sans aucun doute. Irène semblait inchangée, toujours aussi élégante.
Comment était-ce possible? Pourquoi n'avait-il jamais tenté de me contacter? Je me suis senti envahi par une colère sourde, mélangée à une confusion écrasante. Mon esprit s'emballait. Si c'était vraiment eux, cela signifiait que tout ce que j'avais cru jusqu'à présent était un mensonge. Pourquoi étaient-ils partis? Était-ce volontaire? Et si c'était le cas, pourquoi me laisser derrière, moi et Catherine? Pourquoi ne pas avoir donné signe de vie pendant toutes ces années? Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ces premiers jours, après leur disparition. J'avais tellement cherché, contacté la police, les amis, la famille. Nous étions tous convaincus qu'un drame s'était produit. Mais maintenant, tout semblait indiquer qu'ils étaient repartis de leur plein gré. Pourquoi? Plus je regardais cette photo, plus je me posais des questions. Est-ce qu'ils m'avaient volontairement effacé de leur vie? Et si c'était le cas, pourquoi? Quelle raison pouvait-il avoir pour nous abandonner ainsi? J'ai ressenti une vague d'injustice monter en moi. Ils m'avaient laissé seul pour élever Catherine, pour gérer tout le chagrin, et maintenant ils se pavanaient dans une autre ville, vivant une nouvelle vie. Et puis une autre pensée m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'ils avaient tué mon chien? Rex avait disparu peu après eux, et je n'avais jamais eu d'explication. À l'époque, j'avais pensé qu'ils s'étaient enfuis à cause du traumatisme de la disparition de Pierre et Irène. Mais maintenant, je me demandais s'ils avaient quelque chose à voir avec sa disparition. Est-ce qu'ils avaient emmené Rex avec eux? Ou pire, est-ce qu'ils l'avaient fait disparaître pour couper tous les liens avec leur ancienne vie? Cette idée m'a glacé. J'aimerais savoir, mais je ne suis pas sûr de devoir en parler à Catherine ou à qui que ce soit d'autre. Comment lui annoncer une nouvelle pareille?